Salut les amis, Salut tout le monde. freinage tardif, le podcast où on freine à la limite, mais jamais sur l'analyse. C'est Armando Et Khalid au micro. et aujourd'hui, direction l'Europe. Les moteurs rougissent à Imola, les rumeurs sifflent dans le paddock et la tension il monte chez Alpine. Accrochez vos armées, on attaque fort cette triple menace de Grand Prix. Alors, pour commencer, on a le retour de l'Europe. Donc, Imola, il ouvre le bal. Et après une semaine de pause, la Formule 1 retrouve les terres européennes avec un circuit mythique, le circuit d'Imola. Et c'est ici que le moteur il chante plus fort, que les tifos envahissent les collines et que les stratégies elles prennent un tournant crucial dans la course au titre. Mais cette année, le Grand Prix d'Émilie-Romagne n'est pas juste une simple étape, c'est le début d'un triple header explosif qui va enchaîner Imola, Monaco et Barcelone. Donc 3 week-ends, 0 erreur permise. Et c'est souvent dans ce genre de séquence qu'un championnat bascule. Et là, clairement, tout le monde a sorti ses mises à jour. Absolument. Moi, je dirais même que la saison de F1 elle commence en Europe. Certains te diront que les évolutions, on les garde jusqu'à ce qu'on en arrive, que ce soit à Imola, Monaco ou Barcelone, je crois même dans 3 semaines. C'est là qu'on attend les évolutions majeures sur ces monoplaces. Et c'est là qu'on va voir si effectivement on va procéder à un nouveau classement de pilotes ou de constructeurs durant les prochaines courses. Parce que je te rappelle qu'on est juste, tu le sais, qu'on est juste au quart de la saison. Donc il en reste 18, ce qui est long. Donc Oui, rien de joué pour moi dans la course au titre, que ce soit pour les pilotes ou pour les constructeurs. Alors, depuis le Grand Prix de Miami, il a eu des petites révolutions, on va dire, dans certaines équipes. Des révolutions, voire explosions. Oui. Pour commencer, on va parler un petit peu de Alpine, parce que Alpine est en vrac. Hawks, il est parti. Doohan, il est parti. Il a Colapinto qui arrive. Donc, c'était un gros tremblement de terre du paddock cette semaine. Et c'est bien sur le séisme chez Alpine. Oliver Hawks, il était fraîchement nommé Team Principal il y a quelques mois. Il était éjecté sans cérémonie après Miami. Et surtout, Jack Doohan, il était prometteur, mais en manque de rythme. Il est démis de ses fonctions de titulaire. Et à sa place, on met qui? On met un revenant. L'Argentin Colapinto, il est populaire, il est talentueux, il est ultra motivé. On l'a vu à l'œuvre chez Williams l'an dernier et il a bluffé tout le monde. Franco, c'est pas juste un champ marketing, il a le pied droit lourd, une bonne lecture de course et un sacré mental. Mais il débarque dans une équipe en feu, en meilleur sens du terme. Est-ce que ça suffira pour stabiliser une équipe qui navigue sans cap clair ou est-ce que ça sera un barreau d'honneur avant une autre tempête? Alors, moi, je dirais plutôt que chez Alpine, on est habitué à avoir des problèmes à chaque saison. Si on devait remonter déjà à l'affaire Otmar Hitzfeld qui s'est fait éjecter comme un malpropre, l'histoire déjà avant lui à la Prost qui déjà disait qu'il y avait des problèmes chez Alpine. Ensuite, on prend un directeur d'écurie, on va appeler ça comme ça, Flavio Briatore, qui a été, il faut le rappeler, condamné pour avoir faussé un championnat. Ouais. Moi, dans tout ça, et puis quand je vois qu'aussi on ferme une usine à Viry-Châtillon, parce que l'année prochaine, ils seront avec Mercedes, donc forcément, on arrête la production des moteurs Renault. Ensuite, on éjecte un pilote qui est là depuis 5 courses pour en reprendre un autre. Et bien, tout ça, moi, je dis que le personnel de chez Alpine, ils le ressentent. Et je te dis pas non plus, même pour Pierre Gasly, qui doit avoir ça d'un œil quand même un peu interne, et qui se dit qu'est-ce qui va se passer. Je pense que Luca Di Meo, le patron de chez Alpine, a beaucoup de questions à se poser là-dessus.
C'est pas pour rien que sa cote de popularité est en chute libre au sein même de l'écurie. Il va falloir qu'il se ressaisisse. Et puis voilà, on prend Colapinto. On t'annonce déjà que c'est peut-être que pour 5 courses. J'ai du mal à croire qu'on prend un pilote que pour 5 courses. La plupart des sponsors financent un pilote pour toute la saison. C'était prévu à l'avance. Et puis Oliver Hawks qui non pas est démis de ses fonctions, mais pour moi qui a décidé de faire un pas de côté suite à l'affaire retentissante qui implique son frère, qui a été retrouvé avec une énorme somme d'argent sans justificatif. Oui, il y a beaucoup de remue-ménage chez Alpine, beaucoup de nettoyage à faire. Et pas seulement au niveau aérodynamisme, châssis, moteur, mais peut-être Oui, il a aussi beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot dans cette écurie. Et puis moi, je voudrais juste rappeler qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a 3 ans, ils ont fait signer Oscar Piastri, qui l'ont annoncé comme pilote titulaire. Et puis d'un tweet, il a dénoncé le fait qu'il allait rejoindre McLaren. Mais moi, je trouve que dans cette écurie, il y a que Gasly qui tient la baraque. Qui tient la baraque. Pour moi, c'est Gasly qui tient la baraque. Même si lui, il a pas fait grand chose depuis le début de saison, mais on voit que il met le paquet. Le samedi, on voit qu'il fait tout ce qu'il peut pour pouvoir avoir une bonne qualif. Quand il y a des courses sprint, on voit aussi que lui, il est là, il essaye par tous les moyens. Oui, il finit 7e à la course sprint. Il essaye de faire le mieux qu'il peut avec sa voiture. C'est un peu à l'image de Sainz, évidemment dans une autre situation, parce que l'équipe, c'est pas le bazar que c'est chez Alpine, évidemment. Mais je trouve que c'est un peu, tous les deux, ils font le maximum qu'il peut avec les moyens de bord. Donc, dans cette équipe, je crois que le pilote français, c'est le seul à tenir la baraque, comme tu dis. Il surnage. Ouais. Il surnage et il essaye de sortir la tête de l'eau en attendant l'année prochaine et les jours meilleurs. Ça doit être l'un des hommes qui est le plus impatient d'avoir un moteur allemand dans son dos. Parce qu'il voit que cette année, ça va être une vraie galère, encore une fois, pour chez Alpine. Tu crois aux autres écuries. Tu crois qu'il regrette d'avoir renoncé à des autres équipes pour aller chez Alpine? Il aurait fallu qu'il ait des propositions pour ça. Et Pierre Gasly n'a pas dû en recevoir beaucoup. La dernière, il vient de chez Red Bull où il s'est fracassé comme tous les autres avant lui. Oui. Je pense qu'il est installé chez Alpine et je lui conseille d'y rester tant qu'il peut parce que As ne fait pas beaucoup mieux. Williams, les baquets sont pris. Et puis les top teams, elles ont ce qu'elles ont. Elles n'auront pas cherché à Pierre Gasly actuellement. Donc il faudrait que Pierre Gasly et son écurie se ressaisissent l'année prochaine. Avec un moteur Mercedes et le châssis qui va avec. On verra, mais j'ai des forts doutes à ce niveau-là parce que Luca Di Meo n'est pas le genre de personne, c'est pas Toto Wolff pour moi, c'est pas quelqu'un qui sait gérer c'est pas Toto Wolff. Extrême, c'est pas Toto Wolff, il a qu'un. Exactement. Non, voilà, c'est pas quelqu'un qui va être amené à pouvoir discuter, on le voit bien sur côté hautain et quand il arrive sur le circuit, lui c'est tout mieux que tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de fautes de sa part aussi. Il en est responsable. On peut pas mettre ça que sur la faute du directeur d'écurie qui sont passés avant lui. Non, pas seulement. Mal lui en a pris de se libérer, Alonso a été mal géré, Piastri a été mal géré, Otmar Hitzfeld a été mal géré, Alain Prost avant a été mal géré. Donc, chez Alpine, il y a beaucoup de questions à se poser et le personnel aussi. Le personnel aussi doit se poser beaucoup. On va changer complètement le cap de notre conversation. C'est-à-dire, on parle de Alpine, c'est une des pires équipes sur le plateau à ce moment-là. Et on passe à une équipe que moi, je crois que c'est une machine à gagner. On parle de McLaren. À Miami, ils ont frappé fort, très fort. Très, très fort, oui. Piastri vainqueur, une deuxième fois de suite. Norris, il était dominateur du sprint, mais en retrait sur le dimanche. En doublé, McLaren qui envoie un message clair. La papaye, elle n'est plus en phase d'expérimentation, elle est mûre et elle pique. Le duo Norris-Piastri, c'est pas juste deux jeunes pilotes rapides, c'est deux pilotes qui commencent à se comprendre.
à se pousser et à faire des dégâts dans les classements. La grande question, c'est peuvent-ils enchaîner? Imola est un terrain bien différent de Miami. Et avec Red Bull qui a apporté une évolution majeure, on a entendu dire. Et Mercedes qui promet un plan de relance technique. Les adversaires, ils vont pas rester spectateurs. Non, j'y crois pas un instant. J'attends ça déjà dès ce week-end. Mais pour en revenir au McLaren, la question est de savoir lequel des deux va remporter le Grand Prix jusqu'à la fin de la saison. C'est comme ça qu'il va falloir résumer cette saison 2025 parce que tous les deux sont au-dessus du lot. Mais ma préférence, je pense qu'elle va du côté de Piastri parce qu'il démontre quand même qu'il a le tempérament d'un gagnant. Il a une mentalité. Il a ce calibre de champion que Norris n'a pas parce que Norris montre certaines faiblesses de son côté, comme il l'a démontré encore une fois au Grand Prix de Miami en disant qu'il n'est pas toujours facile de dépasser Max Verstappen. Max Verstappen, qui est un champion du monde, il ne peut pas être pour le laisser passer. Évidemment que non, il est un champion du monde. C'est jamais facile de doubler un champion du monde sur le circuit. Mais moi, je pense que Norris, il a eu un clic pendant le Grand Prix de Miami. Parce que si tu regardes, à un moment donné du Grand Prix, plus ou moins à la moitié du Grand Prix, tu vois que Norris, il se réveille, il commence à se battre, il commence à faire des temps par tour beaucoup plus rapides. Il va chasser son collègue d'équipe et il essaye par tous les moyens de se coller à Piastri, d'arriver près de lui. Évidemment, à mon avis, sur le Grand Prix, il avait encore 3-4 tours de plus. Norris, il aurait pu le doubler, Piastri. Parce que les derniers tours, il avait des tours plus frais. Il a gagné beaucoup de temps sur Piastri. Après, c'est comme tu dis, Piastri, il est beaucoup plus froid. Flegmatique. Il fait un peu penser à Iceman pour ça. Raikkonen, Ouais. vraiment, il dégage très peu d'émotions ou un tout petit peu quelques pas de danse à la fin d'un Grand Prix gagné la semaine dernière, il y a 2 semaines. C'était étonnant. Exactement. Absolument. Je me suis fait une réflexion parce que c'est pas dans sa personnalité qu'il nous a toujours montré. Ouais. Mais encore, il a le calibre pour être champion du monde. J'en suis sûr que oui, c'est pas le contraire. Il a le contraire. Norris, il montre ses quelques faiblesses mentales. Et puis, le fait de ne serait-ce que de le dénoncer, le fait de dire qu'il a des problèmes mentaux, psychologiques, lorsqu'il vient sur un circuit comme ça ne sert pas à l'équipe. Ça ne le sert pas et ça ne le sert pas à lui. Non, pas du tout. Parce que c'est démontrer et montrer tes faiblesses que tu devrais pas face à tes adversaires. Je veux dire, j'ai jamais entendu un Max Verstappen parler comme un Norris, même quand il était dans la pire des situations. Il blâmait la voiture, mais pas son mental, en fait. Donc, il rejette la faute sur son personnel, sur ses ingénieurs, mais certainement pas sur lui-même. Ce que Norris a souvent tendance à faire. Est-ce qu'on n'entend pas chez les d'autres pilotes non plus? Donc, pour ça, Norris perd un peu du terrain là-dessus. Mais je ne doute pas un instant qu'il est capable de se ressaisir si jamais il se met dans un élan de combativité comme il l'a fait auparavant. Mais ce sera difficile, encore une fois, parce que comme je t'ai dit, de qui va gagner entre les deux à chaque Grand Prix, c'est la question qu'on va se poser. Donc, j'ai juste envie de dire merci Max de nous donner un peu de suspense et de donner du fil à retordre qui nous sort des fois des tours qualifs comme il le fait, mais qui est un peu difficile à faire en course. Avec une voiture qu'on sait que elle n'est pas au top. Il y a quelques-uns qui surnagent et le mec, il arrive quand même à sortir des tours, des temps magiques. Exactement. Et donner des mots de tête à ces ingénieurs. On ne comprend toujours pas comment il fait pour rouler une voiture avec peu d'équilibre, pas beaucoup d'ajustements. Il perdait les freins la semaine dernière, donc il s'en est plaint. Et d'ailleurs, son agence en est pris vertement et ouvertement à Christian Horner, en disant que c'était pas possible. Donc voilà, je pense que oui, pour ce côté-là, tu as raison, les McLaren sont imbattables, en tout cas pour cette première partie de saison, pour ce premier quart de saison. Mais les évolutions qui vont arriver sur d'autres écuries me laissent penser que ça peut être aussi un tournant pour les autres. Mais en parlant de tournant pour les autres, transition. On peut parler aussi de Ferrari. Est-ce que
c'est l'heure de briller à domicile parce que Imola, c'est le rendez-vous à ne pas rater pour la Scuderia. Il a Leclerc il va oublier Miami et revenir dans le match. Il y a Hamilton qui est toujours à la recherche de son premier podium rouge en course. On sait que le temps, il presse. Et dans un contexte où les tensions internes ont commencé à poindre, on se rappelle du Don't Fight en Potandu de la dernière course, l'ambiance à Maranello, elle sera scrutée à la loupe. Les tifosi, ils veulent des résultats, pas de discours. Et à Imola, chaque erreur, il est amplifié par l'écho des tribunes rouges. Est-ce que la pression du public va transcender? Est-ce que ça va le faire craquer? L'histoire récente n'est pas toujours rassurante. Et on l'a vu la semaine passée, le dernier Grand Prix. On a eu un Hamilton qui râlait à la radio. On avait un Leclerc qu'à la fin du Grand Prix, il avait l'air un peu déçu. Mais voilà, ça c'est mon impression. Dans Freinage tardif, je crois qu'entre nous deux, c'est toi le plus expérimenté au niveau le plus connaisseur au niveau de Ferrari. Quel est ton avis sur cette course Alors moi, je vais être franc avec toi. Je ne me suis pas déçu du tout de la prestation de Ferrari, tout simplement parce que je n'attendais rien de cette équipe cette année. La victoire d'Hamilton au sprint, c'était juste pour moi un feu de paille. Il a réussi à maintenir une certaine stratégie qui lui a permis. Tu sais, de toute façon, quand tu es en course, on était tous surpris. C'est toujours un train DRS comme ça pendant 20 tours. Donc, il n'y a pas de ravitaillement et on peut rien faire. Donc, on se suit puis on abîme tous ses pneus en même temps. Donc, je pense que voilà, Hamilton a su gérer. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, il faut pas le blâmer non plus, c'est que de voir que oui, certes, Lewis Hamilton a difficile, mais il ne fait pas beaucoup plus mal qu'un Charles Leclerc qui est là depuis sa 7e saison. Aujourd'hui, il n'y a que 10 points d'avance entre les deux au classement pilote, même s'ils sont très loin au constructeur, on sait déjà que c'est pour McLaren, mais je n'attends rien du tout d'une écurie comme Ferrari. Hamilton a bien noté, mais sans doute sous-estimé le gros chantier qu'il attendait et les évolutions qui arrivent chez Ferrari pour Barcelone. S'il faut attendre à chaque fois parce que l'année dernière, je te rappelle qu'ils sont arrivés, ils ont été très forts en deuxième partie de saison. On ne demande pas à Ferrari d'être très fort en deuxième partie de saison, on demande à Ferrari d'être très fort au début. On demande à Ferrari d'être là et de répondre présent. Avec le budget sans aucune mesure comme ils ont aujourd'hui, voir une Ferrari aujourd'hui finir derrière une Williams, ça doit faire très très mal, parce que c'est devenu pour moi la 5e force, j'ose le dire, la 5e force du plateau. Il ne faut pas beaucoup mieux. Alors on va voir comment ça se passera chez eux sur leur terre, mais on sait d'avance que la pression elle est énorme sur leurs épaules. J'ai pas de doute là-dessus qu'ils savent les gérer. Mais je n'attends strictement rien d'une écurie. Alors oui, certes, maintenant, il a fallu attendre, ils sont très très bons au pit stop, donc c'est 2 secondes, je crois, pour Leclerc, pour un pit stop. Mais si maintenant, à chaque fois, il faut attendre qu'il soit bon quelque part pour être moins bon sur d'autres, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il va falloir qu'il se réveille. Mais je crois que il y a un certain... je sais pas, il y a quelque chose dans l'air, dans l'eau, quand Ferrari vient en Italie, parce que si on regarde les prestations de Leclerc l'année passée, par exemple, à un moment donné, quand il a gagné la course en Italie, il a dit « Come mi fai sognare ?» Comment vous me faites rêver. Est-ce que c'est dans l'esprit des tifosi, c'est parce qu'il est chez Ferrari? Est-ce que c'est tous les supporters qui sont là, tous les tifosi qui sont derrière lui? Est-ce que c'est ça qui lui donne plus de motivation? Est-ce que ça va marcher avec Lewis aussi? Comment tu vois ça? Je pense que si ça doit marcher, c'est surtout parce que ça va venir des commentaires acerbes de la part des médias transalpins que j'ai pu lire, et je peux t'assurer que ils sont intransigeants
sur l'écurie Ferrari. Ils sont sans pitié et pour ne pas dire autre chose. Mais c'est pas d'aujourd'hui, ça. Bien sûr que c'est pas d'aujourd'hui, mais on en parle quand même de Ferrari. On parle pas de l'écurie Williams. On parle pas d'une écurie qui est en train d'être façonnée. On n'est pas parlé d'une écurie qui est en train de découvrir ce qui se passe. On parle du plus gros budget de la F1 pour une écurie, c'est Ferrari. On parle d'une écurie historique. On ne peut pas, quand on s'appelle Ferrari, commencer la saison en deuxième partie de saison. Non, mais Ferrari, c'est la seule équipe sur le plateau à ce moment qui est là depuis la première course de Formule 1. Ah oui, je l'entends, mais justement, raison de plus pour ils ont une responsabilité. Bien sûr, ils ont un poids sur les épaules. Bien sûr, ils ont un poids sur les épaules. On sait que l'importance majeure que les supporters ont, les tifosi ont quand ils viennent se rendre sur un circuit, surtout en Italie. Donc, raison de plus pour qu'ils se montrent à la hauteur. Je parle juste aussi faut pas oublier non plus que Ferrari, c'est un marché, non aussi. Donc, c'est pas qu'une course automobile, c'est un marché. Donc, ils vendent des voitures à l'étranger. Donc, c'est une image de marque, même s'ils sont la première supercar à avoir été vendue l'année dernière, ça c'est sûr. Mais, en attendant, on est très déçus de voir comment ça se passe pour eux. Leclerc dit on se bat pour la 6e ou 7e place à chaque course. Donc, ça fait mal. Ça dit bien ce que ça veut dire. Quand on perd 7/10 par tour, donc, ça laisse deviner où ils finiront la course après 55 tours. Donc c'est pas possible. C'est inconcevable de voir ce qui se passe, les luttes fratricides qu'il y a entre Leclerc et Hamilton. Ok, certes, il y en a, mais c'est tout à fait normal. Il y en a chez Mercedes. Non, il y a dans toutes les équipes. Il y en aura dans les autres. Ton premier adversaire, c'est ce que ça va être géré. Coéquipier. Tout simplement. Mais je pense que Hamilton est en train de découvrir le chantier qui l'attend et il va falloir qu'il maximise son potentiel. Et surtout, que Ferrari donne la possibilité de pouvoir travailler sereinement aussi, parce que ce n'est pas Leclerc a dû s'habituer à la voiture, mais on demande à Hamilton de s'habituer à la voiture et il ne faut pas faire une voiture pour Lewis Hamilton, surtout pas que on va arriver en 2026 avec les nouveaux règlements. Donc, je m'attendais pas forcément à quelque chose de très spécial cette année avec Ferrari. Je savais que, je ne savais pas que je le savais, mais je me doutais forcément qu'il y allait avoir quelques difficultés, mais comme ça, non. Honnêtement, non. C'est très décevant pour eux et pour les tifosi, en tous les cas. En parlant de décevant, on a Red Bull, cette saison, elle est un peu décevante. Est-ce que pour ces Grands Prix, Red Bull et Mercedes, qu'on aura la riposte? Parce que chez Red Bull, on joue la carte des évolutions techniques. On a entendu dans les médias et tout ça que le fond plat a été revu, la suspension a été modifiée. Il a Verstappen qui ne cache plus son agacement face aux menaces de McLaren. Max, il a l'air tendu, pas paniqué, mais il est plus seul que jamais dans le développement de la voiture. Chez Mercedes, on sent un regain d'espoir. Il a Russell qui continue à faire le taf, comme toujours. Antonelli, il apprend très vite. Et surtout, les nouvelles pièces arrivent. L'équipe, il part dans le vrai tournant à Imola. Mais est-ce que, en tournant en mai, tu crois que c'est déjà un peu tard? Alors, on va parler d'un tournant, d'accord, mais moi je pense que ce sera un tournant aussi bien positif qu'il peut être négatif, dans la mesure où si ça ne fonctionne pas chez Red Bull, je m'attends sans doute au pire, déjà pour quelqu'un dont les rumeurs circulent autour de Christian Horner, dont on dit que c'est sans doute le dernier Grand Prix à la tête de l'écurie. Oui, il y a eu qui paye tout simplement. Des médias absolument, en Autriche qui ont annoncé son départ. Son départ dès ce week-end, mais je pense. Mais lui, il n'est pas seulement le directeur d'écurie. Le directeur d'écurie. Lui, il est aussi un CEO. Il est responsable de toute la liaison avec Ford, avec le moteur Red Bull, donc le Red Bull Powertrains. C'est aussi lui qui est à la tête de cette entreprise. Il a beaucoup de choses qu'il est responsable dans l'équipe. Évidemment, dans la Formule 1, on sait parfaitement que c'est un environnement où si tu produis pas des résultats,
tu es viré. On a l'exemple avec Red Bull. Moi, je trouve que c'est l'équipe plus rigoureuse dans cette question-là. On a vu avec Lawson, au bout de 4 Grands Prix, ils ont dit toi tu es nul, tu retournes chez l'équipe junior et on va prendre ce qui n'a pas du tout été apprécié par Max Verstappen. On sait que l'écurie Red Bull, c'est l'écurie Verstappen. Il n'a pas du tout apprécié l'éjection de Liam Lawson. Mais je ne pense pas qu'Horner paye uniquement les mauvais résultats. Je pense qu'Horner paye aussi le fait que certains actionnaires ne sont pas contents dont l'image de Red Bull est reflétée aujourd'hui dans les médias. Ça se voit. Les relations entre Verstappen senior et Christian Horner ne sont plus secret pour personne. Ils ne savent pas se voir, ils se détestent. Et puis je pense que l'affaire d'agression a été accusé Christian Horner et la goutte d'eau qui est venue faire déborder le vase. Que le papa, le fils Mateschitz a décidé de nettoyer un peu tout ça. Et parce que pour eux, c'était la seule et unique possibilité, si encore il y en avait une, de pouvoir garder Max l'année prochaine. Oui, mais on a vu Jos Verstappen parler avec Toto Wolff, avec... Oui, bien sûr, ils sont des marchés comme tout le monde, bien sûr, mais c'est aussi parce qu'il ne faut pas être dupe non plus. Il pourrait très bien le faire à l'abri des caméras. Si on le fait devant la caméra, c'est juste pour montrer que, on peut faire créer des bruits de couloir et laisser penser que Verstappen va sans doute quitter le navire. Mais encore une fois, je pense que réellement, Red Bull fait face à un gros problème qui n'est pas que sportif ou au niveau des temps autour, mais je pense qu'il y a aussi un autre problème qui s'appelle Verstappen, qui a décidé que lui, sans doute, si Horner est encore là, il s'en irait. Il a un contrat d'ailleurs qui le dit que s'il finit au-delà de la 3e place, il sera libre de partir sans verser aucune indemnité. Et donc il n'a pas de futur. Apparemment, c'est dans le contrat. C'est dans son contrat à lui, donc il est capable de partir du jour au lendemain. Donc si on peut essayer de conserver Verstappen encore un an, même si on sait qu'il partira pour 2026, c'est le va-tout qu'ils ont décidé de mettre en place pour essayer de le conserver. Et je pense qu'Horner, même si on dit que c'est des rumeurs, si c'est pas pour ce Grand Prix-là, il n'est plus en odeur de sainteté au sein de la maison mère et ça se fera. Pour la prochaine course, j'en suis convaincu. Mais au niveau des évolutions que Mercedes et Red Bull ils vont amener pour cette course, on espère qu'elles vont marcher et que Red Bull et Mercedes ils vont pouvoir s'approcher un petit peu plus de McLaren, parce qu'au dernier Grand Prix, les McLaren, ils ont fini avec, si je me trompe pas, 34 secondes oui, de troisième. Ouais, du troisième. Donc, c'est... Après, quand on parle des évolutions... C'est long. Bien sûr. C'est long. C'est une grosse différence. C'est une grosse différence. Bien sûr. J'espère qu'à Imola, ils vont être capables de s'approcher Mais là où Red Bull et Mercedes apporteront des évolutions, d'autres en feront tout autant. Donc, si les autres évoluent, les autres aussi vont évoluer. C'est pas qu'ils se reposent sur leur laurier en disant, finalement, on est au championnat ou deuxième, on n'a plus rien à faire. Non. Ils ont des jetons de développement, on doit s'en servir et ils s'en serviront quand ils en ont besoin chez McLaren. C'est pas le cas de chez Red Bull et Mercedes où ils ont besoin de ces évolutions majeures tout de suite. Je te parle pas de Ferrari parce que on sait maintenant qu'ils sont hors pour la bataille du championnat du monde, même en pilote. Donc, je vois que les évolutions qu'ils apporteront, on verra ce que ça va apporter. Ouais. Et puis... Mais là, on est quand même sur le championnat F1 plus long de l'histoire Absolument. On est qu'au quart de la Formule 1. On est qu'à la deuxième course. Si on regarde la dernière saison, McLaren, ils ont gagné le championnat du monde à partir de la moitié de la saison. C'était après l'été. Ils ont arrêté pour les vacances d'été. Et quand ils sont revenus, ils ont dominé. Ouais, ils ont dominé, puis ils ont pris lâché la place. Absolument, oui. Peut-être cette année, on va avoir la même chose, pas avec McLaren, mais peut-être avec Mercedes, avec Ferrari, avec Red Bull. On ne sait pas. Je l'espère. Et en plus, avec Red Bull, on peut tous s'attendre. Parce que c'est une équipe qui est capable comme on vient de dire, ils sont capables de
restructurer toute une équipe en 15 jours, 3 semaines, et ça marche après. Donc, on sait que Red Bull, c'est une équipe de gagnants. Il veut gagner à tout prix. Mais est-ce que ça va être assez? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas, je l'espère, en tous les cas, pour la saison, pour les fans, pour les supporters de toutes les écuries on verra une vraie lutte tout au long de la saison. J'ose le croire, j'ai envie de le croire, car il reste encore 18 Grands Prix, ce qui est énorme. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup, il y a encore beaucoup de poids à prendre. Il a eu même un pilote, un jeune pilote, qui s'appelle Fernando Alonso, qui a dit que à la fin de cette saison, il allait revoir s'il pourrait rester une saison de plus, parce que lui, il a contrat avec Aston Martin jusqu'à fin 2026. Il était le premier à dire que il sait pas, parce que il sait pas s'il va tenir jusqu'à la fin de la saison, parce que déjà l'année passée, dans les dernières courses, il était déjà très fatigué. Est-ce que cette année, il va arriver à tenir le coup Je pense qu'il restera bien sûr de cette saison. Après, Adrian Newey, il est arrivé chez Aston. Donc, il a posé ses valises il y a maintenant 2 mois. En parlant de ça, on a fait un petit podcast sur ça. Regardez sur notre site, sur notre page YouTube. Mais ça peut donner un nouveau allant à l'équipe. Alors, Alonso, il peut gagner un petit peu plus de confiance sur l'équipe, sur lui, avec l'arrivée de Newey. Et peut-être l'arrivée possible aussi de Hollandais. Donc on verra comment ça se passera. Dont on annonce déjà l'arrivée pour 2026. Alors je pense pour ma part que si jamais Alonso est dans la confidence, qu'on lui dit écoute reste encore une année de plus parce qu'il y a certains Max Verstappen qui va venir. Parce que honnêtement on fera le choix. Alonso il a contrat jusqu'à la fin de 26 comme pilote et il a dit que une fois qu'il finit sa carrière de pilote, il veut bien rester chez Aston Martin pour aider au développement de la voiture. Donc, on verra. Il le fait déjà. Il travaille actuellement sur le développement de la voiture. Donc, il est acharné au travail. C'est compliqué fortement dans l'évolution de la voiture. Je pense que on écoute sans doute plus Alonso que le fils du patron. Hein. Donc voilà, s'il y en a un qui doit sauter, quand bien même je suis patron de l'écurie, moi, c'est Alonso que je mets dehors, même si c'est mon fils. Évidemment. Mais je crois que c'est un peu compliqué pour Lawrence Stroll de mettre son fils dehors parce qu'il a beaucoup investi et c'est tout pour son fils. Parce que quand il a acheté Force India, c'est parce que son fils il avait plus de siège en Formule 1. Donc il a acheté l'équipe pour que son fils il puisse continuer sur la Formule 1. Et après voilà, Force India est devenu Aston Martin et c'est l'équipe qu'on voit maintenant. Et franchement, même si cette année c'est une équipe qui est au milieu, 5e, 6e, je crois que pour 2026, ça va être une des forces à tenir en compte pour la saison. Ah, je pense aussi. Parce que je pense réellement. On voit que cette année, l'équipe, la voiture, elle va pas. Non. La voiture, elle va pas. Et il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais Newey, il est là. Alors Newey n'était pas là l'année dernière. Mais il a rien à kicker de la voiture de cette année. Et absolument. Lui, il est là pour l'année prochaine. Il est là pour l'année prochaine. Exactement. Tout le monde le sait. Il est investi à 110% pour la voiture de l'année prochaine. Il va pas retoucher une voiture que c'est pas lui déjà. C'est pas lui qui a dessiné la voiture. Il a rien fait sur cette voiture-ci. Donc on peut pas demander à Adrian Newey de faire des miracles avec une voiture que lui il connaît pas. C'est pas lui qui a dessiné la voiture. Donc c'est pas à lui de résoudre ce problème. Non. Il est focus sur la saison 2026 et on savait déjà pour Aston Martin, ils ont les viseurs sur la saison 2026. Alors
En conclusion, est-ce que ce Grand Prix à Imola, est-ce que ça va être une bataille à 5 têtes? Est-ce que McLaren a le vent en poupe? Ferrari, ils sont à domicile. Red Bull, ils tentent de garder le cap. Et Mercedes, ils espèrent en déclic. Et Alpine, bon... Ils essaient de ne pas sombrer. Voilà. Tout est en place pour un week-end de folie à Imola. Et avec ce triple enchaînement, ce n'est pas seulement une course qui se joue, mais peut-être l'équilibre du championnat entier qui est en train de vaciller. On va voir qu'est-ce que ça va se passer. On attend de voir les entraînements. On va voir comment ça va se passer le samedi. Voilà, c'était Freinage tardif, l'épisode pré-Imola. On se retrouve très vite pour débriefer la course et vous livrer tout ce que les résultats ne disent pas. En attendant, n'oubliez pas, le grip c'est dans la tête et le freinage toujours à la limite. Merci. Allez, ciao. Et n'hésitez pas à vous abonner.